Bon, mais bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous ce soir. Alors, donc on démarre ce soir notre second semestre 2016 après 2 mois d'interruption, bien mérité. Et donc la volonté de débuter cette nouvelle saison en donnant la parole aux femmes absentes de notre programmation jusqu'à maintenant. Alors quoi de plus normal donc pour donner le ton que de faire appel à l'une des femmes du département les plus dévouées à leur cause. Je veux parler de notre amie Nicole Ray, que je vais présenter brièvement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Alors Nicole est née dès le début de la Seconde Guerre dans une famille de résistants de la première heure. Son père sera d'ailleurs déporté au camp de Bergen-Belsen, dont il reviendra 1 an plus tard. Cette période noire pour la famille n'a pas empêché tous ses membres de reprendre le militantisme dès la fin de la guerre, et donc grandit dans cette famille aux convictions politiques et syndicales affirmées, où l'on débat de tout, même des sujets les plus lourds à porter, comme la déportation et le retour des camps. Nicole s'est donc tout naturellement engagée elle-même dans les associations de mémoire de la résistance et de la déportation, et les associations féminines et féministes. Aujourd'hui, présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation des Pyrénées-Orientales, Nicole, dans sa force de conviction et grâce à une remarquable force de travail, ne se lasse pas de monter expositions, lectures théâtralisées, projections débats, conférences. Sa réflexion critique n'est jamais assouvie. Elle nous fait d'ailleurs partager aujourd'hui une de ses expositions, que vous pouvez voir au mur, intitulée « Ces femmes de l'avenir de la résistance choisies à la lutte enchaînée ». Vice-présidente de l'association Femmes Solidaires, elle nous parlera donc ce soir de la parole confisquée aux femmes. Partant du XVIIe siècle, son propos est de montrer la constante confiscation de leurs paroles, mais aussi comment ces dernières ont agi et lutté pour la reconquérir, changer leur destinée en adoptant différentes formes de résistance, suivant le contexte et leur groupe d'appartenance sociale. Nous verrons comment cette parole, parfois conquise, leur fut toujours confisquée, parfois même de façon brutale. Ce soir, ce sont les femmes qui ont la parole et je ne tarde plus à te la passer. Vas-y Nicole. Je la prends mais je vais la garder un grand moment. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et merci Madame la Présidente pour cette présentation. Il m'échoit ce soir la lourde tâche d'ouvrir la session, Martine vous l'a dit, 2016-2017 de l'Université populaire du travailleur catalan. La délicate tâche aussi d'être la première femme invitée par cette université. Alors, pliant sous ce double poids, dois-je vraiment remercier les hommes organisateurs? Eh bien, je crois que oui. Pas pour ma pomme, bien sûr. Mais parce qu'ils ont fait le choix de ne pas inviter seuls des intervenants de la caste des savants, mais d'ouvrir les portes aussi à quelques très peu sachants, dont je suis, mais qui ont peut-être quelque chose à partager avec vous, et donneront à cette université, comme aurait dit Proust, cette variété des tons, cette multiplicité, cette richesse, qui est peut-être celle de la vraie vie, et qui sera, j'en suis persuadée, celle de la vraie vie de l'Université populaire du travailleur catalan. Certains d'entre vous savent, et Martine vient de le rappeler, que je suis membre actif de l'association Femmes Solidaires, première association féminine et féministe créée dès l'après-guerre, en 1945, sous le nom de Union des femmes françaises, par notamment des femmes issues des comités féminins de la résistance, souvent survivantes des camps nazis. Alors, riche de cette filiation de femmes agissantes, impliquées dans l'histoire, j'ai choisi pour thème à notre rencontre de ce soir, sous les silences de la mémoire et de l'histoire, les femmes.
des femmes qui sont encore aujourd'hui le résultat d'expériences accumulées au long des siècles, d'injonctions au silence, de confiscation de la parole. Car si au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était homme. Le silence, lui, a longtemps été l'ordinaire des femmes, silencieuses les femmes, mais on entend qu'elles, sans angoisse ceux qui ont l'impression, je dis bien l'impression, de l'irrésistible et envahissante ascension de leurs paroles. Elle, toujours elle, vorace, pépillante, dira même Nathalie Sarraute dans son tropisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, leur voix a dépassé l'espace privé, des couvents, des alcôves, des salons de thé de Sarraute, et du foyer pour déborder dans l'espace public. L'enseignement, le prétoire, l'entreprise, les médias, les préfectures, le Parlement, les ministères, pas encore la présidence de la République, des lieux où la parole des femmes était, il n'y a pas si longtemps encore, peu familière, voire interdite. Alors nous savons qu'au cœur de tout récit historique, il y a forcément la volonté de savoir. En ce qui concerne les femmes, cette volonté a longtemps manqué et ce manque de recherche les a rendues inénarrables, les a mises hors de l'événement et donc hors de l'histoire. Simone de Beauvoir ne disait-elle pas « Toute l'histoire des femmes a été faite par des hommes, jamais les femmes ne leur ont disputé cet empire ». Et jusqu'à la fin des années 70, la représentation du passé n'a pas été sensible à cette place des femmes dans l'histoire. C'est la parole des hommes qui a imposé une vérité historique sexiste qui a forcément influencé la narration de cette vérité. Mais autour des années 70, l'histoire des femmes a commencé à émerger, à s'affirmer. La nouvelle problématique des genres, notamment, a sollicité de plus en plus de chercheuses. La féminisation de l'université a favorisé la naissance de nouvelles attentes, de questionnements différents, de recherches spécifiques qui font qu'il y a aujourd'hui de nombreuses et brillantes historiennes et sociologues qui se spécialisent dans cette histoire des femmes et dans l'analyse du rapport historique femmes-hommes. Et j'ai bien sûr très souvent fait appel à elles pour construire notre rencontre de ce soir, rencontre dans laquelle il s'agira de la confiscation de la parole des femmes dans la société patriarcale française du XVIIe siècle à sensiblement l'après-guerre, la seconde. Mais comme l'histoire a montré la résistance des femmes face à cette confiscation de la parole, je m'attacherai moi aussi à montrer comment, au cours de ces 4 siècles, les femmes de tous les milieux sociaux, avec obstination et intelligence, ont pris en charge leur destin pour sortir de leur état de sujétion, pour contourner ou carrément faire face à ces interdits de la parole. Mais avant d'aborder le XVIIe, permettez-moi de rappeler en quelques mots l'origine de ce patriarcat, de ces sociétés patriarcales, bien antérieures à cette période. Et ces mots, je les dois à Yves Saint-Jour, professeur de droit social à l'université de Perpignan, aujourd'hui à la retraite, qui est avec nous ce soir, et qui dit « Sous le régime du matriarcat, période préhistorique, les femmes exerçaient une autorité prépondérante du fait que la filiation étant comptée en ligne féminine, les enfants appartenaient à la tribu de la mère. Mais avec la découverte du cuivre, du bronze, du fer et la fabrication des armes et outils en métal, la guerre est devenue la source principale de subsistance et de profit. Il en résulta un bouleversement de l'ancienne division du travail en faveur des hommes, lesquels reléguèrent au second plan les besognes domestiques de la femme. Dès lors, ils s'efforcèrent d'enlever aux femmes leur hégémonie et durant des siècles, ils combattirent pour s'assurer leur primauté. La filiation féminine et la vocation héréditaire maternelle furent abolies. La famille patriarcale, fondée sur la domination de l'homme, allait être, selon Engels, la grande défaite historique du sexe féminin. Merci Yves pour cette contribution. Alors face à cette grande défaite, on trouve certes des récits, comme ceux des Amazones, qui illustrent la résistance armée de quelques femmes, ou ceux de Sherazade, qui parlent de sa résistance intellectuelle, et nous disent que ces femmes s'opposèrent parfois aux agressions et aux prétentions des hommes. Mais ces récits, qui héroïsent les femmes, ne sont que des mythes. Il reste que pendant des siècles, la posture normale, courante des femmes a été celle qui leur était imposée. Le silence et l'écoute, le repli des mots au fond d'elles-mêmes pour se conformer, obéir, se soumettre, se taire. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, osera Molière dans l'école des femmes. Bouche fermée, lèvres closes,
paupières baissées, les femmes ne se sont longtemps manifestées que comme les percevait Jules Michelet, je cite, « créature cyclique, reposoir de la fécondité ». Réduite donc à l'état d'épouse et de mère, vouée à l'obscurité et au silence de la reproduction. Ce que Napoléon traduisait élégamment, parlant de Marie-Louise d'Autriche, sa jeune épouse, « j'ai épousé un ventre ». Ah, le grand homme, le grand homme. Alors, sur ce constat qui avait au moins le mérite de la franchise, et avant d'aller plus loin, je voudrais dire que je ne vais pas faire ici une étude exhaustive des silences des femmes. Je n'en ai ni l'autorité ni la capacité. Et si je parle de la Révolution et de la Commune, ce n'est pas pour en faire l'historique, c'est pour souligner que malgré la place et l'implication qu'ont eu des milliers de femmes dans ces événements, leur parole leur a été confisquée, silence leur fut imposé, et de façon souvent des plus brutales. Et dernière précaution oratoire, comme chacun sait que les silences c'est très très bavard, je vais donc vous garder un grand moment, 4 siècles pour parler des femmes, dont on parle si peu, ça prend beaucoup de temps, et je vous remercie déjà de me permettre de le prendre. Alors, au cœur des silences profonds de l'histoire et de la mémoire, les femmes ne sont pas les seules, bien sûr. Combien de vies ont été englouties dans la masse de ces silences? Mais s'il faut bien reconnaître qu'ils pèsent de façon singulièrement lourde sur les femmes, en raison de l'inégalité des sexes qui structure le passé de nos sociétés à majorité patriarcale, en raison aussi du partage inégal ou carrément de l'absence des traces, des sources, des statistiques les concernant. Déficit de conservation des traces parce que les femmes apparaissent moins que les hommes dans l'espace public, qui est, vous le savez, le lieu de l'observation et du récit. Que ce récit est fait, la plupart du temps, par un homme qui use du masculin universel, de stéréotypes globalisants de l'unicité du genre, la femme. Et ce manque d'informations concrètes fait donc que les femmes sont, dans les récits, des ombres floues, plus imaginées que véritablement connues, et que l'on fait leur histoire sans avoir les traces de ce qu'elles étaient, de comment elles se percevaient individuellement ou en groupe, de comment elles se vivaient. Les sources sont elles aussi, et là par définition, souvent inexistantes. 2 exemples, la conscription, les conseils de révision, dont le rôle a été si précieux pour la connaissance du signalement physique, de la répartition géographique et du niveau d'alphabétisation de ces jeunes hommes, sont par définition absents pour les jeunes filles. De la même façon, les listes électorales ne sont que masculines, puisque nous avons obtenu le droit de vote, mesdames, qu'en 1944. Autre raison d'opacité plus contemporaine, celle-là, les statistiques. Les statistiques sont en effet le plus souvent sexuées au masculin, bien sûr. Par exemple, le recensement des foyers, des feux sous l'Ancien Régime, des ménages au XIXe siècle, repose sur le chef de famille arbitrairement supposé masculin, alors que les hommes, pour diverses raisons, décès, guerre, séparation, étaient absents de nombreux foyers, alors menés par des femmes. Les statistiques agricoles dénombraient aussi il n'y a pas si longtemps les chefs d'exploitation et les journaliers, sans préciser le sexe supposé, là aussi, masculin. Alors que ces journaliers étaient souvent des femmes, servantes et filles de ferme. Ces femmes, on ne les voit pas, on n'en parle pas, elles ne parlent pas, si ce n'est comme 3e coteau dans la littérature, mais quel littérateur a réellement connu ou seulement approché et compris ces femmes rurales? Les femmes d'artisans et de commerçants, dont on ne peut nier à toutes les époques l'importance du rôle économique, ne sont encore aujourd'hui que très peu recensées, et donc leur travail, qui évite souvent le salaire d'un commis, est invisible. Elles ne parlent pas, elles non plus, dans les statistiques. Et encore aujourd'hui, dans les ministères, il faut insister pour que les statistiques soient sexuées. Mais au-delà des sources et des traces manquantes et des statistiques faussées, il y a eu dans les espaces publics, privés et familiaux, de véritables commandements au silence, qui sont ressortis essentiellement et de façon cumulée et imbriquée des religions, des systèmes politiques et de la prégnance dans le temps des systèmes patriarcaux. Les 3 religions monothéistes, par exemple, ont sacralisé, carrément sacralisé, les normes de la société patriarcale et la domination masculine. Dans les lieux de culte, les 3 religions ont imposé ou imposent encore le silence aux femmes à l'heure de la parole publique.
à l'église, au temple, plus encore à la synagogue et à la mosquée, où elles sont pour les juives reléguées derrière des claustras, les voiles de la Meïza et au balcon, et tout récemment pour les musulmanes, carrément au sous-sol de la grande mosquée de Paris. Et pour les catholiques, si au creux du confessionnal, l'injonction au silence a toujours été hypocritement susurrée par les prêtres, elle n'en ordonnait pas moins de taire les pauvres velléités de se rebeller devant le despotisme d'un père, d'un mari ou d'un frère. Séquestration, infidélité, coups, alcool et autres abus sexuels. Les murs de la maison ont alors étouffé les cris de ces femmes. Et tous ces effacements ont été reliés par l'interprétation littérale des textes saints, par les règles des textes normatifs et par les manuels dits de savoir-vivre. L'ensemble de ces textes a gommé tout le côté injonctionnel. Car sous prétexte de protection, de pédagogie, de moralité, les femmes se sont longtemps vues dessaisies de leur libre arbitre, de leurs paroles, parce qu'une femme convenable ne se plaint pas, ne se livre pas, ne se confie pas, la pudeur est sa vertu, le silence son honneur, au point de devenir pour beaucoup d'entre elles une seconde nature et de finir par abolir leur être même. Silence imposé aussi aux femmes dans les assemblées politiques, qui ont toujours été essentiellement peuplées d'hommes, qui ont toujours fait assaut de joutes d'une mâle éloquence, tout en étouffant, en interdisant ou en se gaussant de la parole des femmes. Edith Cresson et Christiane Taubira, ce n'est pas si vieux. Silence aussi dans les instances de décision économique, où encore aujourd'hui on déplore une sous-représentation manifeste des femmes. Il n'y a jamais encore eu de femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40. De la même façon, le secteur du numérique reste majoritairement masculin. La science s'est longtemps conjuguée, elle aussi, au masculin. Soit les femmes sont absentes des manuels, soit elles ne sont désignées que comme confidentes, épouses ou maîtresses du grand homme. Dans le domaine des arts, elles ont longtemps été interdites d'ateliers et d'académies. Et aujourd'hui, un rapport du ministère de la Culture fait apparaître, chiffres à l'appui, l'ampleur de la discrimination dans le domaine des arts et de la culture. Et on est très loin de l'égal accès des femmes aux instances de dirision des fédérations sportives. Silence bien sûr dans l'espace public où l'attitude bruyante, voyante d'une femme est restée assimilée jusque dans les années 60 à une mauvaise vie et leur intervention collective à de l'hystérie. Souvenez-vous des qualificatifs insultants, voire orduriers, lancés aux premières manifestantes du MLF, ce mouvement issu pour part, il faut le rappeler, des silences que leur avaient imposés les leaders de mai 68. Alors, là, pour allonger encore un peu, je vais vous donner une anecdote personnelle. En 68, j'avais 28 ans. Je descendais tous les matins à la Sorbonne, où on ne leur a jamais donné la parole à la tribune. Et j'ai entendu Cohn-Bendit lancer à des jeunes étudiantes médusées et muettes, quelques-unes admiratives, Dany, vous vous souvenez? Allez les filles à Billancourt satisfaire les ardeurs des ouvriers, c'est un acte politique. Il a osé. Alors, comme je n'étais ni étudiante ni admirative, j'ai écrit sur le tableau, on n'avait pas le droit de parler, mais on avait le droit d'écrire. Et ce sera, je vous le promets, la seule grosse trivialité de la soirée. J'ai écrit donc, même si tu nous dis que c'est pour une noble cause, de quel droit disposes-tu de notre Cohn-Bendit? C'est la seule. Je l'ai écrit, donc je vous le dis. Je plaisante, mais n'oublions pas que dans le même temps, au cinéma, et Sois belle et tais-toi, Une ravissante idiote et autres repos du guerrier, qui ressortent du même mépris que celui de Cohn-Bendit, faisaient, c'est beau dire, même nos intellectuels de la nouvelle vague. Si j'ai le temps, tout à l'heure, je vous lirai une saillie de François Truffaut qui piquait des hannetons. Alors, certes, les femmes n'ont pas toujours respecté, et loin s'en faut, les injonctions au silence. Leurs chuchotements, leurs murmures ont toujours couru, se sont mêlés au bruit des marchés, des boutiques, ont souvent fait, il faut le reconnaître, les bonnes et les mauvaises réputations. On redoutait leur caquet et leur bavardage. Mais caquet et bavardage ne sont qu'une forme d'évaluer de la parole. Et on ne trouve dans les sources les cris de révolte des émeutières, qui au fil du siècle, nous allons le voir, vont se politiser, qu'en termes de vocifération. Dominer
Elle se dérobe quelquefois aux injonctions et contourne les interdits pour combler les vides du pouvoir. Derrière de nombreux hommes de pouvoir, on reconnaît une femme. En devenant des éminences grises, elles ont fait et font encore de leur silence apparent une arme politique. Mais c'est toujours au prix de l'effacement public de leurs propres valeurs, de leurs propres paroles. Si on a le temps, on parlera tout là des fameux prétextes. L'accès aux livres, je parlerai plus tard de l'accès à l'éducation et à l'instruction. Ce mode de communication distancié, susceptible de pénétrer dans l'intimité la mieux gardée, fut longtemps soit refusé, soit parcimonieusement accordé aux jeunes filles et aux femmes. Et bien que Engels et Marx aient vu en Babeuf un précurseur du communisme, et bien qu'il se dise lui-même favorable à l'égalité femmes-hommes, il inclut dans son projet d'un code civil de la cité universelle l'interdiction de la lecture aux femmes. Babeuf. Rousseau lui aussi se fendra dans sa nouvelle Héloïse d'un jamais une jeune fille chaste n'a lu de roman. Et pourquoi ça? Parce que le roman permet l'accès au langage. Il est porteur d'imaginaire et donc de cette tentation antichambre d'une émancipation des filles tant redoutée par les sociétés patriarcales. L'accès à la reconnaissance littéraire est longtemps passé, lui aussi, par le masculin, si j'ose dire. Soit elles se font piquer leurs textes, donc leurs paroles, comme le faisait Willy, le mari de Colette, qui signe sans vergogne ses premiers écrits, soit elles prennent des noms d'hommes, et Amandine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant, devient George Sand, la George Sand, qui a montré la voie à nos féministes radicales en s'habillant en homme, en fumant la pipe. Et il faut se replacer dans le contexte proudhonien du 19e pour saisir l'audace de ce nom et de cette silhouette par lesquels passait, pour partie du moins au début, la reconnaissance de sa parole. Marie Dagout prend elle aussi le pseudonyme masculin de Daniel Stemm pour faire accepter ses textes, ses articles, sa parole, qui dénote pourtant d'une remarquable acuité sociologique de son temps. On lapide la femme adultère, mais on porte le séducteur en triomphe. C'est pas les copains de Troscan, hein, c'est elle, Marie Dagout, mais sous le nom de Daniel Stemm. Le silence des femmes s'est longtemps exprimé aussi dans leur silhouette, dans leur gestuelle. Elles n'ont pas toutes eu l'audace de George Sand. Le corps de la femme, leur tête, leur visage, dans toutes les civilisations occidentales et orientales, ont été ou sont encore, notamment de par la religion, soit couverts, soit carrément voilés. Les plus anciennes d'entre nous ont souvent vu, connu dans les villages, ces vieilles femmes vêtues de noir, tête enserrée dans un fichu ou les voiles du deuil, emmurées dans un mutisme dont on ne savait plus s'il était une réelle volonté de se taire ou une incapacité à communiquer. Je pencherai plutôt pour le résultat d'une pensée dissoute par des siècles de ne pouvoir s'exprimer. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, vous vous souvenez, chantait Anne Sylvestre dans ma jeunesse. Les genoux serrés, il n'y a pas si longtemps, mesdames, que nous osons croiser haut nos jambes nues, façon de prendre la parole pour dire que notre corps existe et qu'il nous appartient. Les plus anciennes encore d'entre nous se souviennent aussi de celles qui, dans les années 60-70, un siècle après George Sand, pour que leurs paroles soient prises au sérieux à la table des intellectuels, gommaient leur féminité, masculinisaient leur silhouette, comme le préconisait Françoise de Bonne, féministe radicale, le féminisme ou la mort c'est elle, masculinisation de la silhouette, dictat que j'estime pour ma part aussi asservissant que celui de la féminité à tout prix, qui envahit aujourd'hui les magazines et les murs de nos villes. Et je n'ouvrirai pas le débat sur ces momies vivantes qui aujourd'hui délaïcisent nos rues. Pour résumer cette première partie, et avant d'entrer dans le détail, je dirais que le silence des femmes a longtemps été à la fois discipline des religions, des familles et des corps, règles politiques et sociales, et de par le poids de toutes ces exigences cumulées, est souvent devenue une discipline que les femmes se sont imposées à elles-mêmes, parfois même qu'elles ont relayée et confortée. Heureusement, et bien que les discours les rassemblent souvent sous le vocable globalisant de la femme, l'être féminin, les femmes ne forment pas une population homogène. Selon l'époque et leurs conditions sociales,
Certaines ont rejeté cet état de suggestion et ont rompu, soit par la plume, soit par leurs actes, de façon feutrée, détournée ou frontale, mais toujours avec intelligence, le silence imposé. Et ce sont ces belles femmes, ces belles figures, je commencerai par les aristocrates, puis par les femmes du peuple, célèbres ou anonymes, que nous allons rencontrer maintenant. Alors, pour détenir la parole, il faut avoir accès au langage, aux mots. Après l'homogénéisation par François Ier de l'orthographe en français, quand au XVIIe siècle se prépare le premier dictionnaire de l'Académie française, au sein de la docte assemblée, composée, il va sans dire, exclusivement d'hommes, se pose la question de savoir à qui cet ouvrage, ce dictionnaire, doit-il s'adresser. Il paraîtrait aujourd'hui évident de répondre à toutes celles et ceux qui en ont soit le goût, soit l'utilité. Eh bien non. L'académicien Mézeray, entre autres, estime qu'il faut y conserver l'ancienne orthographe parce qu'elle permet, je cite, de distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Alors si je m'en tiens à Hegel qui affirme que c'est dans les mots que nous pensons, comment les femmes auraient-elles osé prétendre « je pense dont je suis » puisqu'on leur refusait les mots pour la dire cette pensée et que pendant plus de 3 siècles, l'accès même à l'académie pour les faire connaître ces mots leur sera refusé. Que dis-je? Interdite. Il y a pourtant eu quelques propositions de candidature de femmes. Par exemple, en 1893, celle de la journaliste féministe Pauline Savary, mais le duc d'Aumale, académicien lui-même, se fendra d'un éloquent et viril. Les femmes ne sont pas éligibles à l'académie puisqu'on est citoyen français que lorsqu'on a satisfait à la conscription. Il vous paraît évident, comme à moi, que pour manier les mots, il est essentiel de savoir manier l'escopette. 1893, nous abordions, mesdames, le XXe siècle avec un handicap sérieux. Et il faudra encore attendre un siècle pour qu'enfin, en 1980, on autorise une femme, Marguerite Yourcenar, à entrer à l'académie, mais elle ne portera pas l'escopette. L'épée, en l'occurrence, symbole éminemment masculin. Par contre, elle se présentera en jupette. Non, j'exagère. En jupe longue. Mais là où je n'exagère pas, la tête enveloppée d'un grand voile blanc, et même si c'était du Saint-Laurent, pourquoi cette grande dame a-t-elle sacrifié à la symbolique de la femme honnête et réservée, tête couverte devant ces hommes, fussent-ils immortels? Je retourne à mon XVIIe siècle pour parler de la création des salons littéraires. Parce qu'au-delà de devenir le centre de la vie mondaine de ce siècle, ce sont ces salons qui vont marquer une réelle avancée dans la prise de parole des femmes, du moins celle de la noblesse. Alors que je vous dise tout de suite, l'expression salon n'est apparue qu'au XIXe, mais c'est celle que j'emploierai, plutôt que société, cercle, académie ou club, qui étaient les appellations d'un déjà existant masculin, dont je dirais salon. Pour comprendre le mouvement précieux à l'origine de ces salons, il faut garder à l'esprit la situation des femmes aristocrates du XVIIe. Même dans la haute noblesse, elles sont mineures du point de vue juridique, mariées la plupart du temps à un homme qu'elles n'ont pas choisi, qui souvent les traite avec la plus grande brutalité, les humilie, qui prend son plaisir hors mariage ou à la maison avec les soubrettes, et pour qui la chasse et la carrière militaire tiennent souvent lieu de seul loisir et surtout de seule culture. C'est dans ce contexte qu'est née la querelle des femmes, un débat récurrent depuis le XIVe, une âpre polémique dépassant largement le jeu littéraire auquel on l'a souvent réduite, sur la place et le rôle des femmes dans la société, et plus précisément sur l'injustice qui était faite aux filles de ne pouvoir avoir droit à la même éducation que les garçons et devenus adultes, à la même parole visible que les hommes. Alors ces aristocrates, jugeant la cour de peu d'esprit et de mœurs grossières, ce qu'elle était en grande partie, décident de s'en éloigner pour ouvrir chez elles ces fameux salons qui vont devenir, et pour 2 siècles, les lieux privilégiés de leur aspiration et de leur revendication à prendre la parole, à exister par cette parole. Ces femmes sont bien sûr les héritières du langage poétique et chanté de la culture courtoise, mais culture dont leur grand-mère et leur mère n'étaient que les réceptacles passifs.
Les aristocrates du XVIIe, elles, aspirent à devenir les actrices d'une nouvelle culture, leur propre culture, qui va allier l'expression de la préciosité à la cause du féminisme, qui ne se reconnaissait pas encore sous ce nom, bien sûr. Ces femmes qui ouvrent ces salons ont toutes, vous vous en doutez, des personnalités et une vivacité d'esprit peu commune. Elles vont pourtant se trouver prises entre deux contradictions, d'où la querelle, ce désir d'accéder elles-mêmes aux sciences, aux arts, à la culture, à la parole, plus tard, nous le verrons, à la politique, d'autre part, le risque d'être moquées, décriées, car on commence à bien vouloir les laisser s'instruire. Certains pères, certains maris, rares, leur en donnent la possibilité, mais pas trop quand même. Il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses, osera Molière dans Les femmes savantes. Madame de Maintenon, en ouvrant son école Saint-Cyr, permet à des jeunes filles de la noblesse désargentée d'accéder à certaines disciplines, mais pas trop quand même. Elle conseille, et on fera là le lien avec ce que disaient les académiciens, d'éviter de prêter trop d'attention à l'orthographe, car chez une personne de notre sexe, cela sentirait trop la pédanterie et l'envie de faire la savante, l'orthographe. Fénelon et son traité de l'éducation des filles, qui nous a signé encore un à l'univers domestique, était passé par là. Donc, prises dans cette contradiction, certaines de celles qu'on n'appelait pas encore intellectuelles ont développé une contre-culture faite d'un affinement des mœurs, du raffinement des idées, du comportement et du langage. Ce que la philosophe Chantal Thomas appellera l'esprit de conversation. Et que l'on a dit moderne, car elles abandonnent le latin pour la belle langue française, qui fera passer pour pédant ceux qui s'accrochent encore à la culture antique. D'où encore une querelle, celle des anciens et des modernes, mais ce n'est pas mon propos ce soir. Si ce n'est pour vous inciter à lire la satire d'Yves de Boileau, qui décrit toute une série de défauts féminins, et croyez-moi, c'est assez croquignolesque. Donc, ose penser par toi-même, dira Kant quelques décennies plus tard, eh bien elles ont osé, en développant cette culture à la fois mondaine et moderne, en créant ces salons où elles réunissent dans la ruelle. La ruelle, c'est l'espace prévu à cet effet entre leur lit d'apparat bien sûr, et le mur, où elles réunissent donc tous les beaux esprits du temps, Malherbe, Corneille, La Rochefoucauld, Mesdames de Sévigné, de Lafayette, au samedi de Madame de Scudéry, au mercredi de la Comtesse de Rambouillet, on verra Corneille lire son Polyeucte et Pascal ses provinciales. L'hôtesse dirige, régente elle-même la parole et facilite le dialogue et les échanges entre hommes et femmes, dont nos intellectuels du XVIIe ont bel et bien conquis la parole et créé une mixité nouvelle. Et très vite, à cet oral féminin, commence déjà à s'associer l'écrit féminin. La figure de la femme écrivaine se dégage peu à peu. Il nous en reste bien sûr la silhouette idéale et inaccessible de la princesse de Clèves, prolongement glorieux de la mer, comme nous dit Elisabeth Badinter, et la délicieuse carte du tendre, parfaite antithèse de cet espace conjugal fait de mépris dont je parlais tout à l'heure. Carte du tendre élaborée avec les hommes, car le romanesque précieux et collectif. Dans la célèbre chambre bleue de la marquise de Rambouillet, on ne parle pas encore de désir sexuel, mais d'inclination. Qu'en termes choisis, ces choses-là sont dites. Un pas est franchi, elles existent en tant que femmes raffinées et pensantes, symboles d'une nouvelle conception de la littérature, faite de psychologie amoureuse. Elles prennent la parole, elles écrivent pour dire ce qu'elles, pour elles, aimer veut dire. D'être femmes, enfin, elles ont la liberté. Mais bien que dans leur grande majorité cet amour ne soit vécu que sous forme de semblant, elles ont dû braver pour ce raffinement de la pensée l'appellation de précieuse, adjectivée par Molière lui-même de ridicule. Je lui en veux pas et je l'admire beaucoup. Mais pas avec les femmes. Quant à femme savante, c'est une expression pour lui tout à fait oxymorique, excusez le néologisme, qui lui fera présenter comme risibles les propos qu'il prête à la jeune Armande adressés à sa sœur Henriette dans Les femmes savantes, justement,
Loin d'être aux lois d'un homme asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie. Propos que l'on reconnaîtrait aujourd'hui simplement comme féministe. Mais qu'en 1672, Molière moque. Mais comment peut-on moquer des femmes comme l'érudite et savante Madame d'Acier, dont la traduction de l'Iliade et l'Odyssée, excusez-moi du peu, fera longtemps référence? On moque. Et pourtant, un demi-siècle plus tard, la Pompadour, à l'apogée de sa puissance, voulant elle aussi paraître savante et protectrice des idées, des arts et des sciences, se fera immortaliser par le peintre Quentin de la Tour, pas Quentin de la Tour, entouré de l'encyclopédie de Diderot, de l'esprit des lois de Montesquieu et de la Henriade de Voltaire. Rien que ça. Alors je ne vous garantis pas qu'elle en ait fait l'entière lecture, ni même qu'elle s'en soit approchée. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces femmes, le mariez-vous, ma sœur, à la philosophie commence à pénétrer sans moquerie les mentalités, même à la cour. Alors, au milieu de toutes ces aristocrates, le salon de Ninon de l'Enclos fait une exception, et d'importance surtout au siècle d'un jansénisme matiné de pruderie. Ninon, ni aristocrate, ni grande bourgeoise, mais courtisane à la fois éclairée et libertine, accueillera dans son salon Molière, par rancunière Ninon, La Rochefoucauld, La Fontaine, Perrault, et le jeune Arouet, pas encore Voltaire. Ninon surtout ouvrira aux femmes, mais pour un siècle seulement, une liberté amoureuse et sexuelle qu'elles n'avaient jamais eue auparavant et qu'elles ne retrouveront qu'après mai 68. Mais qu'elles soient précieuses, savantes ou libertines, ces dames des salons du XVIIe commencent, à la suite de Montesquieu, à mettre en cause la toute-puissance prêtée au pape. Elles accueillent les prémices d'une opposition à l'Église. Pour elles, l'heure n'est plus à la soumission au Dieu jaloux. Elles séparent l'amour de Dieu de la crainte de Dieu. Elles ne s'en laissent pas compter par les dogmes religieux et commencent même à se gausser publiquement des dévotes. Elles annoncent ainsi les salons du XVIIIe, où ces dames à l'esprit critique et frondeur protègent les premières expressions de la liberté de penser. La brillante Émilie du Châtelet, la compagne de Voltaire, qui est à la fois femme de lettres, philosophe, physicienne, dont la traduction des Principia Mathematica de Newton font encore autorité aujourd'hui, et qui entend être reconnue pour ses savoirs au même titre que les hommes, entreprendra sous le titre « L'examen de la Bible », un ouvrage dans lequel, se disant déiste tout en se défendant d'être athée, elle dénie toute valeur historique au texte biblique. Rendez-vous compte de l'audace et de l'intelligence de cette femme du XVIIIe dont Voltaire dira après sa mort, et on appréciera la nuance sémantique, « Jamais une femme ne fut si savante qu'elle, et jamais personne ne mérita moins qu'on dit d'elle, c'est une femme savante. » À l'instar d'Émilie de Châtelet, d'autres femmes participent à des travaux scientifiques. La brillante Marianne Lavoisier, tout en tenant salon, traduit pour Lavoisier des publications scientifiques anglaises et illustre son traité élémentaire de chimie. Madame d'Acier le grec, Anne-Marie Lavoisier l'anglais, Émilie du Châtelet la physique, oui, ces dames sont savantes. Donc, principale composante de la sociabilité mondaine de ce XVIIIe siècle, tout le mouvement littéraire et scientifique se consacre, se concentre et se côtoie harmonieusement dans ces salons et toujours dans la mixité initiée par les salonnières du XVIIe. Ces salons vont acquérir aussi maintenant une dimension politique. N'oublions pas que nous sommes au siècle de la Révolution. Là encore, les femmes prennent et régentent la parole. Étrangers puissants sont les habitués de cette république des lettres mondaine et en langue française, où les ministres écoutent les discours politiques éclairés des philosophes. Avant les conflits entre montagnards et girondins, Robespierre, par exemple, fréquente assidûment le salon de Manon Roland, l'égérie des Girondins, donc une égérie politique. La marquise Sophie de Grouchy, épouse Condorcet, dont elle partage les travaux, tient salon et reçoit les scientifiques, les philosophes, les encyclopédistes et des étrangers de passage à qui elle fait partager
les idées avancées et les opinions politiques de son Condorcet de Marie. Et après la mort de celui-ci, c'est elle qui s'occupera de faire publier, aux frais de la nation, son ouvrage « Esquisse sur le progrès de l'esprit humain ». Vous le voyez, ces salons, ces sociétés sont devenus de véritables vecteurs de diffusion des idées des Lumières. D'autant que souvent brillantes et pistolières, comme Julie de Lespinasse, ces femmes ont médiatisé ces idées. Un mot du salon de Madame Geoffrin. À l'instar d'autres salonnières, Madame Geoffrin reçoit régulièrement Diderot, d'Alembert, Choiseul, Marivaux. Elle est mécène et protectrice des encyclopédistes et des philosophes. Elle assure, par exemple, une rente à son ami le mathématicien d'Alembert, grand cerveau, mais petite bourse. Intéressant surtout son salon, parce que Madame Geoffrin est, si j'ose dire, une exception de classe chez les salonnières du Paris des Lumières. Elle n'est ni aristocrate ni intellectuelle, mais une femme d'affaires influente. Saint-Gobain, c'est elle, qui fait apparaître pour la première fois avant le 19e un lien décisif entre fortune et capacité d'influence politique notamment. Donc, au-delà d'avoir rompu les silences imposés aux femmes depuis des siècles de patriarcat, au-delà d'y avoir pratiqué dans la mixité l'esprit de la conversation, la sociabilité, les sciences, les arts et la philosophie, ces salons furent aussi, pour les femmes qui l'étaient nées et celles qui étaient assidues, le lieu de l'apprentissage et de la pratique de la parole politique. Avançons maintenant dans le temps pour regretter qu'au XIXe, cette belle parenthèse se soit vite refermée. Sous le consulat, vous le savez, ça n'est fini de l'esprit des Lumières. Les salons deviennent le lieu de clivage politique entre royalistes et bonapartistes. Germaine de Staël devra fermer son salon et s'exiler en Suisse pour avoir qualifié Napoléon d'usurpateur. Pas tout à fait tort. On lui impose donc le silence sur sa parole politique. Sous la Restauration, elle revient à Paris, réouvre un salon qui, comme celui de Madame Récamier, est régulièrement fréquenté par Gautier, Balzac, Musset, Hugo, Liszt, Lamartine, Vigny, Mérimée et autres de la Croix. Pourtant, malgré la présence de ces brillants esprits, vous avez vu très peu de politique à part Hugo, on voit se taire au XIXe la conversation égalitaire qu'avait été celle de l'élite féminine des Lumières. Cette parole est refoulée par les obligations mondaines, elles ne seront plus que d'accueillantes hôtesses. Virginie Lancelot, un des salons réputés de la monarchie de Juillet, qui reçoit Balzac et sa peau de chagrin, est la parfaite illustration au XIXe de cette parole à nouveau confisquée et culturellement méprisée. Romancière, dramaturge, mémorialiste, peintre, avec un talent littéraire incontestablement supérieur à celui de son Jean-François Ancelot de Marie, c'est pourtant lui qui, en 1841, sera élu à l'Académie française. Alors, si j'ai pris le temps de vous parler de ces salons et autres sociétés avant de vous parler des femmes du peuple, c'est que les femmes du XVIIe et du XVIIIe siècle y ont revendiqué et imposé le libre, égal accès au savoir, la maîtrise et la reconnaissance de leurs paroles, la mixité. Et que pendant 2 siècles, grâce et dans ces salons, elles les ont conquis. Alors me direz-vous, mais de quoi vous plaignez-vous? Tout simplement que ces femmes aient dû créer dans le privé, dans leur privé, ces lieux de parole, d'influence et de mixité. Parce qu'il leur était refusé à la cour, et il va sans doute dire dans tous les espaces publics de confrontation des idées. Et que influence et mixité, ne voulant pas dire égalité, actrices certes elles le furent, mais dans un environnement qui restait inégalitaire juridiquement comme en termes de pouvoir politique. Malgré ce, Marguerite Yourcenar, consciente de la qualité de l'avancée qu'elles avaient créée, leur rendra un bel hommage dans son discours d'intronisation à l'Académie française, disant « Je suis tentée de m'effacer pour laisser passer l'ombre de ces femmes ». Alors si ces dames au salon du XVIIIe ont été les vecteurs de l'esprit des Lumières et de la pensée révolutionnaire, les femmes du peuple, elles, vont en être l'expression sur le terrain. Nous quittons donc les ruelles pour investir la rue. 1789, nombre des femmes du peuple veulent elles aussi rompre le silence et libérer leurs propres paroles. Alors bien que ne faisant pas partie du peuple délibérant,
Bien qu'étant listées dans la catégorie des citoyens passifs, sans droit de vote, elles vont jouer un rôle moteur lors des soulèvements révolutionnaires en appelant souvent elles-mêmes les hommes à l'action. Il y en a qui sont terribles. Et vous savez comme moi que l'on a plusieurs exemples de révoltes exécutées uniquement par des femmes, se plaindra un administrateur traumatisé sans doute par le souvenir du 5 et 6 octobre 1789 où les ménageurs et les femmes de la Halle allèrent à Versailles chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Privées de parole dans les assemblées, elles souhaitent malgré tout donner à leur action et à leurs paroles un sens national. Alors on voit dans les tribunes, celles qu'on appellera les tricoteuses, ce travail à domicile qui aide à faire bouillir la marmite, s'immiscer concrètement dans la vie politique, suivre les débats avec attention, huer, applaudir, influencer, infléchir même certaines délibérations de la Convention. Exclues des organisations et révolutionnaires, elles se regroupent en clubs dans plus d'une trentaine de villes. Et là, elles lisent à haute voix les lois, les journaux, elles animent des discussions autour des problèmes politiques locaux et nationaux, elles rédigent des pétitions, des manifestes qui font preuve d'une grande lucidité sur les enjeux de l'événement révolutionnaire. Elles veulent faire partie de ce nouveau peuple souverain en prenant part à la vie politique et leur propre cahier de doléances qui rendent aujourd'hui un son étonnamment moderne sont les prémices d'un débat toujours actuel sur la citoyenneté des femmes. Parce que nos femmes révolutionnaires sont bien appelées citoyennes, citoyennes un tel, mais elles sont citoyennes sans citoyenneté, sans droit de vote. La révolution donc, j'écourte, la révolution donc a écarté les femmes des droits politiques et civiques. Soit elle les a oubliés dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où l'égalité n'est réservée qu'à une moitié de la société, soit elle a réprimé, et de façon les plus radicales, des femmes qui avaient eu l'audace de s'élever au-dessus du magma du groupe en prenant publiquement la parole. Olympe de Gouges, la plus connue, à la fois royaliste et adepte de la révolution modérée, à la fois patriote et avocat de Louis XVI, c'est un oxymore à elle toute seule, auteur surtout en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est pour certains l'acte fondateur d'un féminisme qui, bien qu'ignorant encore son nom, en définissait déjà le concept, avec 17 articles qui mettent au féminin la Déclaration des droits de l'homme. Alors ce pourrait n'être qu'un exercice de style, si elle ne l'encadrait d'un préambule et d'un postambule, véritable revendication féministe qu'elle adresse à Marie-Antoinette, et dans lequel elle expose ses propres revendications et propositions d'égalité entre les deux sexes. Olympe de Gouges est devenue, vous le savez, un mythe pour de nombreuses féministes. Mais comme on ne prête qu'aux riches, il faut reconnaître que ce mythe est quelquefois fondé sur des erreurs de lecture de ces textes, notamment sur le vote des femmes. Elle maintient son choix politique en faveur d'une monarchie et d'une aristocratie censitaire. Elle se prononce donc clairement pour le vote censitaire, qui exclut du vote les pauvres, il va sans dire, puisqu'ils n'acquittent pas le cens, mais aussi les femmes. Sur l'abolition de l'esclavage aussi. Et on n'en va pas chipoter ce soir. Ce qu'il faut retenir, c'est que sa parole très avancée pour l'époque, très féministe malgré tout, lui est définitivement confisquée. Le 15 Brumaire en 2, elle monte à l'échafaud, s'adressant au peuple, enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. Déclaration, vous en conviendrez, pleine de panache, mais là encore contestée. Mais peut-on faire confiance à la contestation d'un Jules, fût-il Michelet? Charlotte Corday, qui pensait sauver la République en assassinant Marat, a pour sa part fait de son procès un véritable lieu de revendication du droit des femmes à s'exprimer, à prendre la parole. Témoigne de Méricourt, qui inspirera, excusez-moi du peu, les fleurs du mal à Baudelaire, est sans doute plus républicaine et révolutionnaire qu'Olympe. Elle n'en est pas moins aussi féministe, et on l'a vu se dépenser dans les assemblées populaires pour que soit instituée à la fois une éducation nationale spécifique aux filles, la liberté politique, l'égalité des droits des femmes et le droit au divorce,
accordée en 1792 en toute égalité. Elle déclarera les femmes aussi capables que les hommes de tenir le sabre et de se battre. Elle se fait d'ailleurs toujours en Amazone et seule la folie lui évitera la guillotine. Vous le voyez, malgré leurs différences sur l'approche politique de la Révolution, un même silence fut imposé à ces trois féministes convaincues et de la façon la plus brutale, la guillotine, pour, comme l'a dit Olympe elle-même, avoir oublié les vertus qui conviennent à leur sexe. Ce sexe dont pendant ces 2 siècles, très peu d'hommes ont défendu les droits. C'est pour ça que je prends encore un peu de temps pour citer Poulain de la Barre, qui déjà au XVIIIe siècle envisageait la différence des sexes et l'égalité entre eux comme une réalité cohérente et non comme une simple défense du beau sexe. D'Alembert, bien sûr, Voltaire, Condorcet, qui a posé la question de l'égalité des sexes en termes politiques, avec son ouvrage sur l'admission des femmes au droit de cité, Montesquieu, qui dira dans une de ses lettres persanes « L'empire que nous avons sur les femmes est une véritable tyrannie », c'est pourtant ce que des hommes comme le journaliste Louis-Marie Prudhomme ont appelé, à contrario, l'empire des femmes, qu'ils ont rendu responsable de tous les maux de la Révolution. Et si la République s'est incarnée en Marianne, n'est-ce pas encore une manière de transformer les femmes en la femme, objet figé, symbole sans voix, allégorie muette, mais coquinement dénudée? Entrons maintenant dans ce XIXe siècle où l'amorce de reconnaissance de leurs paroles semble maintenant bien illusoire. Qu'elles soient aristocrates ou femmes du peuple, l'égalité reste toujours pour elles un horizon à atteindre. Et la préparation en 1804 du Code Napoléon va balayer tous les maigres acquis, notamment sur le divorce, qui va redevenir inégalitaire, et déclarera l'incapacité juridique totale des femmes. Le XIXe siècle allait devenir, grâce à lui, le siècle de leur plus grande dépendance, de leur plus grand silence. Et bien que ce soit le siècle de la scolarisation générale des filles, le Code Napoléon donnera vite le ton en ne faisant que laïciser un ordre social dont la religion reste le gendarme et repose sur une stricte répartition des rôles masculins-féminins. Car en 1850, le fait que même la loi Fallou, premier texte législatif qui se préoccupe de l'enseignement primaire des filles, soit accompagné d'un côté de restrictions d'ordre financier pour l'école publique des filles et à contrario de privilèges financiers donnés aux congrégations religieuses enseignantes, aboutit pratiquement à mettre l'instruction des filles entre les mains des religieuses et donc plus à la broderie qu'à l'orthographe. On y revient. Et même en 1881-82, Jules Ferry et les lois républicaines qui rendent l'enseignement primaire public, gratuit puis obligatoire se contenteront d'aider à accéder, à achever l'alphabétisation des filles des classes populaires, ça suffit largement pour vaquer aux tâches ancillaires, et à offrir à celles de la petite bourgeoisie et des franges supérieures, des classes populaires, un enseignement primaire supérieur, des cours secondaires presque exclusivement dispensés par des hommes, ce qui leur permettra au mieux de venir occuper des emplois inférieurs dans le commerce ou la fonction publique. La fin du 19e sera le début de nos demoiselles des postes et de nos précieuses institutrices. Mais là, je vais trop vite, puisque je n'ai pas parlé d'une grande voix du féminisme du 19e siècle, de Flora Tristan. Flora Tristan a déjà l'intuition que l'émancipation des femmes et le changement véritable des mœurs passera justement par l'instruction publique des filles. Elle est aussi une figure majeure du débat social des années 1830-1840. Une seule de ses déclarations pour nous convaincre de son engagement à la fois social et féministe. L'affranchissement des travailleurs, écrit-elle, sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Mais l'homme le plus opprimé peut encore opprimer un autre être, sa femme. La femme est le prolétaire du prolétaire même. Flora Tristan est issue d'une petite bourgeoisie déchue. Elle devient par nécessité ouvrière dans des filatures et dans des imprimeries.
C'est une femme humiliée par son mari, battue. Que dis-je battue? Il va lui percer le poumon d'une balle, rien que ça. Séquestrée, considérée comme une mineure incapable. Pauvre Flora, elle semble avoir recouvert toutes les facettes de la condition des femmes dans ce qu'elle a de plus dur. Mais elle est alphabétisée, maîtrisant bien la langue, l'écriture, la lecture. Elle lit Rousseau, Lamartine, Madame de Staël, qui lui permettent de s'évader de la dureté de sa vie quotidienne. Elle arrive avec ses propres écrits au moment où l'enquête sociale est devenue en France, à l'exemple de la Grande-Bretagne, et de par le paupérisme développé par l'industrialisation, une démarche relativement courante. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle est une femme. Elle écrit « Le rôle important que joue l'Angleterre fait désirer de la connaître. Alors elle traverse la Manche. Elle en ramènera, Promenade dans Londres, ouvrage dans lequel elle fait une description et une dénonciation du drame social qui s'y joue de par l'industrialisation, dans lequel elle fait aussi l'éloge de Mary Wollstonecraft, une des premières féministes britanniques, connue pour son pamphlet contre la société patriarcale de l'époque, Défense des droits des femmes. Vous le savez, 2 siècles plus tard, il est encore nécessaire d'organiser des manifestations pour la défense des droits des femmes. Certains d'entre vous y participent d'ailleurs. Ce qui est exceptionnel aussi chez Flora Tristan, c'est que comme plus tard Simone Veil, la vraie, la philosophe, l'humaniste, l'écrivaine, celle avec un W, Flora Tristan, parce qu'elle est issue, elle aussi, de la petite bourgeoisie, se sent coupable de l'exploitation ouvrière et singulièrement de celle des femmes. Lucide Flora, elle écrit « J'ai presque tout le monde contre moi. Les hommes parce que j'exige l'émancipation des femmes, les propriétaires parce que j'exige l'émancipation des salariés. » Alors elle ne se contente pas d'être ce qu'on appellerait aujourd'hui une enquêtrice de terrain. Elle partage, comme le fera encore Simone Veil avec un W, un siècle plus tard, le sort de ces femmes dans les usines. Parce que, dit-elle, le meilleur moyen de donner une idée vraie de la misère, c'est d'en voir et d'en toucher les signes matériels. Je veux tout connaître, tout observer. Alors elle s'embarque dans un tour de France. Imaginez une femme seule au 19e, avec un double objectif. Tout d'abord, fonder une organisation ouvrière. Elle publie en 1843 l'Union ouvrière, ouvrage dans lequel, 5 ans avant Karl Marx, elle affirme, je cite, « la nécessité de l'union universelle des ouvriers et des ouvrières ». Deuxième objectif, écrire, je cite encore, un livre de faits sur l'état actuel de la classe ouvrière sous son aspect moral, intellectuel et matériel. Il y en a là-dedans. Quel titre? Tour de France, et dans lequel elle est particulièrement attentive au rapport des sexes. Elle apprécie que les femmes des canuts de Lyon viennent en nombre à ces réunions mixtes, comme à celles spécifiques aux femmes. Elle s'adresse aux mères, ces responsables des compagnons du Tour de France, parce que ce sont des femmes souvent instruites et solidaires qui peuvent diffuser ses idées, qui peuvent diffuser sa parole. Mais sa mort prématurée à Bordeaux de la typhoïde pendant une tournée de conférences interrompra la sortie de la deuxième partie de son ouvrage. Et quand je disais paroles confisquées, tenez-vous bien, Tour de France ne sera réédité qu'en 1973, 130 ans après sa parution. C'est dire si ces dénonciations des situations des femmes liées à la misère des villes et des campagnes restent encore dérangeantes. Donc, on lui impose silence en ne la rééditant pas. Il y a toujours un moyen d'imposer silence aux femmes. Flora Tristan, décédée en 1844, ne partagera-t-on pas les luttes de la Révolution de 1848? Elle ne verra pas les femmes du peuple, ouvrières et paysannes, prendre la parole aux côtés des femmes célèbres. Elle ne les verra pas devenir maîtresses de leur propre expression écrite. Elle ne verra pas le journal d'Eugénie Boyer, les femmes, la voix des femmes, ériger les femmes par le langage
en actrices de l'histoire. Elle ne verra pas ce qu'elles avaient pressenti, l'aspiration et l'exigence des femmes du peuple à accéder à l'instruction. De la pétition à l'opuscule et à la presse, elles vont tout oser. Ces femmes de 1848, elles constituent des délégations, elles organisent des comités, des clubs, des discussions, des lectures publiques, elles fondent des coopératives, des mutuelles, des sociétés fraternelles, elles tiennent leurs propres banquets, manifestations jusque-là éminemment masculines. La voix des femmes milite bien sûr pour le divorce égalitaire que leur avait supprimé Napoléon, le code de Napoléon. Le journal ouvre même un courrier d'électrices où s'expriment pour la première fois des ouvrières en quête d'emploi. Eugénie Limoyer, toujours elle et toujours dans La Voix des femmes, synthétise leurs paroles disant « Ce que l'ouvrière veut, ce n'est plus l'aumône organisée, c'est le travail justement rétribué, et c'est parce que la femme est l'égale de l'homme qu'elle doit prendre part à l'œuvre de la réforme sociale. » En quelques mois déferle un torrent de textes, de mots porteurs de revendications nouvelles, un puissant désir d'autonomie, de dignité, de reconnaissance, l'aspiration à être respectée et consultée. Mais l'obtention du droit de vote n'est pas encore demandée par toutes. Georges Sand, par exemple, dans ces mêmes colonnes, défend l'égalité civile comme une priorité absolue, mais comme Olympe de Gouges, elle reste contre le suffrage universel pour les femmes. Retenons que la parole de toutes ces femmes doit faire peur, car loin de répondre à leurs attentes, la Deuxième République va encore une fois condamner les femmes au silence, et ce, en légiférant. Le décret de juillet 48, je cite, interdit rigoureusement aux femmes, aux enfants, la première mouture écrivait même aux fous, de participer à un club, à un meeting, à une réunion, le lieu où l'on porte la parole publique et politique. Les hommes, Proudhon, Michelet, qui se disent pourtant bienveillants avec les femmes, les rendront même responsables des débordements révolutionnaires et de l'échec final de la République. Dans le même temps, avec l'alphabétisation des filles dont je parlais plus haut, on voit se développer dans tous les domaines un grand appétit d'écrire, avec des journaux, des enquêtes, des feuilletons, des revues scientifiques, des échanges épistolaires, des cartes postales, beaucoup de cartes postales. Pour les femmes et les jeunes filles de la bourgeoisie, grandes et petites, le journal intime devient le confident, le compagnon de leur silence. Aux prêtres, on confesse ses péchés de gourmandise et de coquetterie. Au journal intime, on confie ses désirs inavouables ou peut-être déjà consommés. Je disais tout à l'heure absence de traces pour écrire l'histoire des femmes. Eh bien, ce journal intime, qui pourrait devenir un témoin gênant dont on pourrait rougir, est souvent détruit. Que de papier brûlé au soir d'une vie pour préserver de précieux secrets qui auraient pu nous laisser les traces de la parole intime de ces femmes. Effacer les traces. Lève-toi, Monique. Lève-toi. Vas-y. Mais la parole par l'écriture, cet appétit d'écrire du XIXe siècle, repose sur le degré d'alphabétisation et reste donc encore l'apanage des femmes les plus aisées. Et encore refusé à la majorité des femmes du peuple, ouvrières et paysannes. Tant et si bien que toujours, merci, par manque de traces, on a une image globalisante des femmes du peuple du 19e. Elles n'ont pas de représentation et de parole individuelle, on ne les nomme que par groupe ou par communauté de travail, les lavandières, les filateuses, les repasseuses, les tricoteuses, et on parle d'elles uniquement quand elles rouspètent en groupe pour le ravitaillement, le travail à domicile ou quand elles font le charivari contre les proprios. Quand leur parole collective inquiète la bourgeoisie, et donc quand la maréchaussée, qui est le bras répressif de cette bourgeoisie, les consigne en bloc dans les procès-verbaux, on ne les trouve alors dans les sources qu'en termes de bonnes femmes vociférantes, mégères dès qu'elles ouvrent la bouche, hystériques dès qu'elles gesticulent un peu. Moi je les appellerais plutôt femmes rebelles et insoumises, agissantes et combattantes pour leurs droits. Car le féminisme, même s'il s'y nourrait sous ce nom, a toujours été au cœur de toutes les luttes
révolutionnaire et revendicative des femmes. Et d'autant plus dans ce 19e, qui est, nous l'avons vu, le siècle de l'industrialisation. L'usine qui va appeler les femmes hors du foyer n'est guère appréciée de ces ménagères. Elles en perçoivent instinctivement la voie vers leur enfermement et un contrôle auquel elles ne pourront plus échapper. Alors, à tort ou à raison, elles vont donner de la voix et apporter toute leur énergie dans le combat contre la machine. Avec d'autant plus d'ardeur qu'en période de crise se mêlent à leur colère les habituelles émeutes de subsistance. Dans la région lyonnaise, par exemple, elles vont revendiquer aussi pour l'abolition du travail concurrent, celui des communautés religieuses, ces internats de la soie qui exploitent les toutes jeunes paysannes, privant les mères de famille de cet emploi à domicile qui les aide à acheter le pain. Alors, au cri de « à bas les prêtres, à bas les couvents », certaines iront jusqu'à brûler les ourdissoirs et les métiers à tisser. Elles n'ont pas encore compris les abus du travail à domicile, qui reviennent aujourd'hui. Et par exemple, avec cette machine à coudre Singer tant rêvée, mais qui est devenue l'instrument de leur servitude à domicile. Alors c'est malgré tout l'usine qui va changer et le regard que l'on porte sur elles et la nouvelle perception qu'elles vont avoir d'elles-mêmes. Nous arrivons à la Commune de Paris. Vous en connaissez le contexte. Le sinistre tiers évalue mal l'état d'esprit des Parisiens, remonté par leur victoire volée contre les Prussiens et par la colère créée par la famine de 6 mois de siège. Il envoie la troupe s'emparer des canons de la butte Montmartre. Le peuple de Paris s'insurge parce que c'est lui qui les a payés, ces canons, par souscription. Et la troupe fraternise avec les insurgés. Et le 18 mars 1871, tout semble s'organiser pour laisser émerger une grande crise sociale, terreau propice à un vaste bouleversement de société. 10 jours plus tard, avec la Commune de Paris proclamée, c'est la création du premier gouvernement ouvrier, cette république au drapeau rouge, qui va pendant 10 semaines mettre en place une forme de démocratie inédite qui s'appuie sur le peuple et notamment sur les femmes. Les femmes vont prendre une place décisive dans le combat communard. Louise Michel, la rouge fleur de Germinal, à la fois féministe et soldat de la Commune, sera la voix et la figure emblématique de ce mouvement ouvrier, qui sera celui de milliers de femmes. Dans la lignée des femmes de 48, ces femmes prennent la parole haut et fort et créent leurs propres organisations féminines, organisations très populaires et bien structurées. Et pour comprendre l'importance de ce mouvement des femmes, il faut savoir qu'à Paris, beaucoup d'entre elles travaillent dans les fabriques et les usines dont nous venons de parler. Sur 110 000 employés dans la production industrielle, plus de la moitié, 62 000 exactement, sont des femmes. Surexploitées, souffrant avec leur famille de la faim et du froid, elles n'ont donc rien à perdre et attendent tout d'un changement. Alors dès le 18 mars, elles s'engagent et s'organisent par milliers pour aider à ce changement. Un de leurs objectifs, et je cite, « la nécessité de la participation des femmes dans une campagne sociale partout, dans les clubs, dans les réunions, dans les quartiers ». Elles réclament aussi, déjà, l'égalité des salaires. Le gouvernement de la Commune l'accorde d'ailleurs tout de suite aux institutrices. Louise Michel, institutrice elle-même, initie une pétition pour la création d'écoles professionnelles et d'orphelinats laïques, jusque-là tenues par les congrégations religieuses. D'autres demandent la création de crèches et une aide aux femmes célibataires pour leur éviter la prostitution, qui est devenue, de par la misère, un fléau endémique. Ça, ce sont les préoccupations dites féminines habituelles. Mais elles sont douées aussi d'une conscience politique et d'une conscience de classe qu'elles proclament et affichent partout sur les murs de Paris. Je cite, « Nos ennemis, ce sont les privilégiés de l'ordre social actuel. Tous ceux qui ont vécu de nos sueurs et toujours se sont engraissés sur nos misères. » Et plus loin, pour la toute première fois, elles écrivent « Toute inégalité, tout antagonisme entre les sexes constitue une des bases du pouvoir des classes gouvernantes. » Ça réfléchit là-dedans, hein?
Alors, habillés en hommes, on va les trouver sur les barricades où il n'est pas question de leur imposer silence. 120 femmes participeront à la seule barricade de la place Blanche. Louise Michel avance le chiffre de 10 000 femmes qui se seraient battues contre les troupes versaillaises. Durant le temps d'un printemps tragique, durant cette semaine sanglante, terrible tragédie populaire qui, avec ses 30 000 morts, va mettre fin à la Commune. Jean Rouault, qui était il n'y a pas si longtemps l'invité de l'Université populaire du travailleur catalan, écrit « L'armée qui s'était couchée devant les Prussiens s'est refait une santé en écrasant les insurgés de la Commune. » Quelle façon plus radicale pour encore une fois réduire les femmes au silence que de fusiller sur le champ 52 d'entre elles prises les armes à la main. Alors je vous conseille la magnifique gouache d'Alfred-Henri d'Arjoux qui les a immortalisées devant le mur des Ferdirés au Père-Lachaise où elles vont être fusillées. Au-delà des femmes tuées sur les barricades et des femmes fusillées, plus de 1000 femmes d'entre elles, selon une enquête parlementaire, furent arrêtées, humiliées, injustement traitées de pétroleuses et de prostituées. Il reste qu'à leur procès, toujours à l'instar de Louise Michel, elles feront preuve d'une remarquable détermination à défendre leurs idées. Et encore une fois, des mesures radicales pour leur confisquer la parole. Elles sont emprisonnées à la prison des chantiers de Versailles. Il y a une photo d'ailleurs que vous pouvez retrouver. Condamnées aux travaux forcés, déportées vers le bagne de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, embarquées à bord de la Virginie, enfermées dans des cages. Mais les 120 jours de voyage ne les feront pas plier. Et leur attitude en déportation, cela sera encore là aussi remarquable. Elles défendront jusqu'au bout leur droit d'emprisonner politique. Et Louise Michel sera durant tout son exil, avec quelques autres camarades, aux côtés des canards. Eux aussi, dit-elle, luttaient pour leur indépendance, pour leur vie, pour leur liberté. Moi, je suis avec eux, comme j'étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé, vaincu. À leur retour, 7 ans après, elles reprennent la parole, continuent leur combat, s'engagent politiquement dans les syndicats, dans les associations. Nous leur devons d'ailleurs à ces femmes l'intense vie associative de notre pays, une tradition à perpétuer, parce que garante de la démocratie. Vous le voyez une fois encore, Louise Michel, cette écrivaine et poétesse, comme on l'entend dans ses ouvrages, qui entretenait une correspondante avec un admirateur, Victor Hugo, qui la disait Viro Major, plus grande qu'un homme, la référence c'est toujours l'homme, a payé très lourdement sa parole singulière. Cette femme d'exception, paradigme de l'espérance révolutionnaire, qui a ravivé la cause féministe en défendant une pédagogie anti-autoritaire et laïque, se verra affublée par des générations de bourgeois, des termes dépréciatifs, insultants et caricaturaux, de mégères, de monstres à visage humain, et que sais-je encore. Et bien que ces insultes, vous vous en doutez, les touchaient humainement, Louise Michel ne cessera jamais de partager sa parole avec celle des opprimés. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Alors, je viens de vous parler des femmes du peuple et des ouvrières, mais il ne faudrait pas oublier les servantes et les bonnes, ces ombres muettes qui sont le symbole social des maisons bourgeoises du 19e, où le silence est mode de vie. Ces servantes, ces bonnes, se fondent dans le train de la maison bourgeoise. Elles y assument souvent plusieurs rôles. Cuisinières, lingères, nounous des rejetons de leur maître, qu'elles nourrissent à leur sein et élèvent dans leur jupe. Confidentes aussi, elles recueillent la parole soit baissée, soit inavouable de ces dames. Indispensables, vous le voyez, à la vie de ces maisons bourgeoises, elles n'ont pourtant pas de réelle existence sociale en dehors de la maison, et donc pas de parole propre. Leur maître parle d'elle en termes possessifs. On dit notre Louise comme on dit notre Comtoise. Alors ces servantes nous laissent une image ambiguë, vue à travers le prisme de leur maître, et notre pauvre vieille Louise disparaîtra sans laisser de traces. Si ce n'est quelquefois, souvent même, l'enfant du maître, petit bâtard, témoin gênant, qui n'aura même pas droit, lui, au possessif dont on avait affublé le prénom de sa mère. Mais vers la fin du 19e,
avec les mouvements ouvriers. Les bonnes servantes, elles aussi, s'émancipent. Elles commencent à exister par elles-mêmes et à savoir rompre le silence pour dire non et à quitter ceux qui se disent leurs maîtres quand elles se jugent injustement traitées. Alors le regard des bourgeoises qui les emploient les rendent visibles à l'extérieur de la maison. Mais ils passent du regard possessif et donc assez bienveillant à un regard dépréciatif. Ma bonne amie, de nos jours, il n'y a plus moyen de se faire servir. Mais cette parole dépréciative, ne l'oublions pas, est celle des femmes de la bourgeoisie qui elles-mêmes, parce qu'elles n'ont d'autonomie ni juridique, ni sociale, ni financière, même quand elles ont une fortune personnelle, sont soumises au silence de leur seigneur et maître de mari qui gère et les finances et la parole. Et ces maris, justement, parlons-en. Bourgeois du 19e à la médiocrité décadente, mais qui veillent aux bonnes mœurs et à l'étouffement de la parole et de leurs femmes et de leurs filles, consomment pour leur part, aux yeux de tous, à grands frais et à grand bruit, cocottes et courtisanes, encore un groupe social de femmes sans parole visible. C'est une époque où le commerce charnel prospère, nous l'avons vu, sur fond de misère et d'exode rural. Alors ils consomment aussi sans vergogne les grisettes, libertines, disent-ils. Ça vous rappelle quelqu'un? Non, 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 pas libertines. Ces jeunes ouvrières en confection sont victimes, elles aussi, de l'urbanisation et du capitalisme naissant. Et qui peut leur donner la parole à ces courtisanes et ces grisettes? Zola, avec la plume qu'on lui connaît, nous parle bien de Nana, mais il ne lui donne pas la parole. Il la dépeint. Avec son regard de mâle, il nous donne une image romanesque de ce que ce siècle, décidément hostile aux femmes, appelle les déviances féminines. Les peintres, aussi, les représentent, les donnent à voir, les exposent dans les salons, mais de façon équivoque, puisqu'ils sont souvent consommateurs eux-mêmes. Degas, Lautrec, Van Gogh, témoins d'as abusés, ne sont, et là je ne suis pas en train de mettre en cause leur talent, mais ne sont que des observateurs licencieux. Et il faudra attendre le portrait de la femme assise au fichu de Picasso pour voir une des rares œuvres qui donne la parole à la lassitude d'une prostituée syphilitique. Jaurès disait: il y a des silences trop longs qui finissent par endormir. Alors ne vous endormez pas. Nous passons maintenant le siècle pour voir qu'en 1903, Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique avec Pierre Curie, son mari, et leur assistant Henri Becquerel. Pour voir qu'en 1906, après la mort de Pierre Curie, elle devient la première femme directrice d'un laboratoire universitaire dans lequel, contrairement à ce qu'était la norme de l'époque, elle accueillera 45 femmes sans exercer une sélection sexiste dans ses recrutements. Mais en 1911, alors qu'elle est veuve depuis 5 ans, se lève une cabale à la fois misogyne et xénophobe contre, je cite, la polonaise venant briser un bon ménage français, celui de Paul Langevin sous-entendu. Cabale qui a quand même failli lui coûter son 2e prix Nobel, car le jury, tout en reconnaissant la valeur de ses travaux, lui suggère de ne pas venir prononcer son discours. Mais on ne confisque pas la parole à Marie Curie comme ça. Elle ira à Stockholm recevoir son prix et prononcera son discours. Mais en France, la morale chrétienne sera plus forte que la reconnaissance de l'avancée scientifique. Elle imposera sur cet événement majeur le silence total de la presse française. Et puisque je suis dans l'écurie, je continue avec la fille aînée de Pierre et Marie Curie, la féministe Irène Joliot-Curie, nobelisée comme eux en couple avec son mari Frédéric Joliot. Elle sera nommée au premier gouvernement du Front populaire. Elle a mis toute sa notoriété au service de la lutte contre le fascisme et après Hiroshima, contre les dévoiements des progrès de la science. Eh bien, malgré ce, on ne peut qu'être frappé par l'indifférence que ces nombreuses mises en garde ont rencontrées sur les effets désastreux de l'énergie nucléaire. Sa propre parole savante, informée et concernée n'a été que de peu de poids face aux intérêts militaires, stratégiques et bien sûr économiques.
je ferme la parenthèse de la famille Curie. Toujours dans le premier versant du XXe siècle, les femmes vont être présentes dans la plupart des mouvements populaires. Les femmes de la commune leur en avaient ouvert la voie, elles en ont pris l'habitude et surtout, elles en ont compris la nécessité. En 1907, pendant les troubles de la viticulture, mon arrière-grand-mère, Marguerite Gironès, partira de Rivesaltes vers Narbonne avec le drapeau rouge à bout de bras, pendant que l'arrière-grand-père tapait le carton au café. En ce début de siècle, les femmes ne sont plus ni soumises ni passives. La misère, la domination masculine, l'oppression au travail, elles les abordent avec d'autres gestes, elles s'affirment avec leurs propres mots. Et qu'elles soient ouvrières, viticultrices au prix Nobel, elles rompent le silence et ouvrent une nouvelle histoire, l'histoire des femmes du XXe siècle, à laquelle participent dès 1906 les suffragettes, qui, comme leur nom l'indique, militent pour le droit de vote et pour une évolution de l'égalité femmes-hommes, le droit à l'autonomie, le droit à une véritable éducation, contre la prostitution, pour plus de droits politiques, et tout cela dans une époque où on les considère encore comme inférieurs physiquement, psychologiquement et intellectuellement. Ben voyons, on est au XXe siècle. Dans une époque où le politique s'organise encore comme un système masculin et où elles ne peuvent ni choisir, ni représenter, ni gouverner. Heureusement, un homme, mais quel homme, sauvait l'honneur de la gente masculine en déclarant en 1908 le dépôt du projet de loi pour instituer le droit de suffrage aux femmes et étendre aux femmes tous les droits politiques et sociaux est un moment important de notre histoire commune. Merci, Monsieur Jaurès. Mais la guerre de 14-18 leur imposera à nouveau silence. Les suffragistes, les féministes, les femmes du peuple, les ouvrières vont taire leur lutte pour s'enrôler dans l'effort de guerre et remplacer les hommes partis au front. C'est pourtant durant cette période qu'elles vont découvrir de nouveaux espaces de liberté. Elles allègent leurs vêtements, circulent plus librement, conduisent des ambulances. Les rencontres amoureuses et sexuelles aussi se transforment, souvent précipitées malheureusement par la hantise de la mort au front de leurs compagnons. Elles se réalisent collectivement et individuellement hors de l'emprise patriarcale. Mais, car il y a toujours un mais, 1918, la guerre finie, femme au foyer, repos du guerrier. Alors que dans la majorité des pays européens, le droit de vote est reconnu aux femmes, il est toujours refusé en France. Vous avez bien entendu, partout dans les pays européens. Et il faudra attendre 1934 pour que Louise Weiss, journaliste, écrivaine et féministe, issue de la petite bourgeoisie alsacienne, relance et médiatise le mouvement des suffragettes. Elle a déjà compris qu'il fallait utiliser l'actualité et les médias à des fins de propagande féministe. Campagne de presse, finale de la Coupe du Monde, Grand Prix automobile, femmes enchaînées sur la voie publique, elle sait exploiter tout ce qui est visible dans l'espace public. Pourtant, les ouvrières ne se reconnaîtront que très peu dans ce mouvement mené par les aristocrates et les bourgeoises. Reste qu'un vent de liberté leur a chatouillé les narines à toutes ces ouvrières. Alors 2 ans après les actions médiatiques de Louise Weiss, en 1936, pendant le Front populaire, on voit émerger une nouvelle génération de femmes militantes qui va constituer une véritable trêve dans l'ordre sexué. Leur entrée dans la lutte revendicative avec les hommes, aux côtés des hommes et pour les mêmes revendications que les hommes, marque une rupture significative dans l'équilibre des rapports sociaux des sexes et l'affirmation de leur citoyenneté sociale. Henriette Nizan, oui, la femme de Paul Nizan, écrit « Qui oserait dire que les femmes ne vont pas en avant ? Qui oserait refuser l'égalité des droits à ces femmes qui ont pris leurs responsabilités dans la grande lutte sociale ?» Et la très féministe Jeanne Martin déclare « Notre salaire, c'est notre indépendance, nous ne voulons pas dépendre de l'homme. » Mais le gouvernement du Front populaire ne leur donne toujours pas le droit de vote. Et si le premier gouvernement Léon Blum a marqué une innovation avec la nomination de 3 femmes au gouvernement,
Je viens de citer Irène Joliot-Curie, il y avait aussi Cécile Brunswick et Suzanne Lacorre. Cette belle innovation se doublera d'un paradoxe, puisqu'elle n'était ni éligible, ni électrice, mais nommée, ce qui laissait hors de la citoyenneté, privée de parole politique, des millions de femmes. Qui plus est, écoutez bien, la parole ne leur fut jamais donnée dans l'hémicycle. Leur présence au gouvernement fut donc muette. Et malgré le travail de qualité qu'elles ont fourni chacune dans son ministère, Léon Blum, dans son deuxième gouvernement de mars 1938, ne renouvellera pas l'expérience. Avait-elle démérité? Certes pas. Il va sans dire qu'en avril 1938, le gouvernement Daladier qui lui succède ne donnera toujours pas le droit de vote aux femmes. Vous connaissez tous Daladier. Elle l'aurait pourtant mérité, car nombre des femmes du Front populaire allaient faire preuve d'une clairvoyance et d'une intelligence politique peu commune en entrant dans la résistance à Vichy et à l'occupant nazi. Alors, au moment même où de nombreux hommes s'avilissaient en proposant leur service aux vainqueurs, elles participaient, elles, héroïquement à la victoire sur le nazisme. Nombre d'entre elles l'ont payé de la déportation dans les camps nazis, dont beaucoup, vous le savez, ne sont pas revenus. Je ne développerai pas, l'exposition parle d'elle-même, si ce n'est quand même pour dire qu'après la guerre, une fois encore, les hommes leur ont volé leurs paroles héroïques. Ils l'ont passé sous silence pour mieux magnifier la leur. L'exemple de Charlotte Delbo est frappant, résistante, déportée, écrivaine et poétesse, portée au nu littéraire dans tout le monde anglo-saxon et pratiquement inconnue en France. Mais enfin, à la libération, mesdames, nous obtenions le droit de vote. Et c'est là que l'association UFF, aujourd'hui Femmes Solidaires, souvent des résistantes et des déportées, prend toute sa dimension féministe agissante, en menant une énorme campagne pour que les femmes aillent s'inscrire sur les listes électorales et qu'elles aillent voter. Car des siècles de confiscation de la parole pesant encore sur elles, croyez-moi, ce n'était pas acquis. Ces militantes ont su donner un véritable élan à la prise de parole des femmes par leur vote et donc à leur émancipation. Aujourd'hui, voyez, on y arrive. C'est long, mais on y arrive quand même. Au XXIe siècle, il est vrai que les lois sur la parité ont propulsé un plus grand nombre de femmes à des niveaux politiques inédits. Mais les lois ont peu changé les mentalités à leur égard. Les attributions sexuées les nomment le plus souvent à des mandats qui ne sont ni stratégiques ni régaliens. L'éventail de l'emploi pour les femmes s'est lui aussi largement diversifié, mais les inégalités se sont déplacées plus qu'atténuées. Et en dépit des dispositions légales sur l'égalité sexuelle devant l'emploi, la discrimination de fait s'enracine encore dans les mœurs. Nous sommes toujours dans des rapports sociaux de sexe et un rapport de domination masculine. Le poids, la valeur et l'image du travail des femmes nous disent dans quel genre de société nous vivons, nous disent aussi que la sociologie des rapports sociaux du sexe a encore de beaux jours devant elle. Mais la situation au XXIe siècle, vous la connaissez sans doute mieux que moi. Alors, comme je le disais au commencement, le féminisme et la nouvelle problématique des genres ont aujourd'hui mobilisé de plus en plus de chercheuses, dont Michèle Perrault, féministe et historienne des femmes, qui me permet de clore notre rencontre avec un clin d'œil en vous parlant de ces femmes d'aujourd'hui qu'elle appelle joliment les récitantes. Ces femmes, je les rencontre moi-même dans le cadre de la transmission de la mémoire de la résistance et de la déportation, car le développement des nouvelles technologies d'enregistrement a fait subir l'exigence d'un témoignage oral. Une histoire dite orale est née à la fin du XXe siècle. Revanche des femmes sur des siècles de confiscation de la parole, car elles en sont aujourd'hui les actrices, les héroïnes privilégiées. Tout d'abord parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, ce qui leur confère un statut effectif de témoins d'époques révolues, pour reconstituer l'histoire tant du quotidien que de l'événementiel. De plus, si l'on pense que les hommes, du moins nos aînés, si ce n'est pour témoigner de leur guerre, trouvent souvent peu viril de parler du quotidien, les chercheuses ont donc affaire de facto à un échantillon de témoins sexuellement inégal, mais cette fois en faveur des femmes.
Ce sont elles qui prennent la parole, qui constituent les traces qui nous ont tant manqué depuis des siècles. Ces femmes, ces récitantes, sortent enfin d'un oubli d'elles-mêmes qui sapait jusqu'à la conscience qu'elles avaient d'elles-mêmes. Femmes trouvaillent, femmes semaillent, elles deviennent aujourd'hui, avec leurs paroles enfin libérées et entendues, un sujet à part entière de mémoire et d'histoire. Ouf. Mais comme je suis plus fatiguée en un mot, un extrait du premier ouvrage de Flora Tristan, parce qu'il fait écho dans notre actualité et résonne étonnamment en notre conscience contemporaine. En 1835, Flora Tristan publie un ouvrage « Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères », dans lequel elle déclare, je cite, « C'est un impératif moral et politique de secourir ces femmes parce qu'elles sont victimes à la fois de la xénophobie et de la misogynie. » Précieuse Flora. Cette